Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et comme presque à chaque émission, je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, salut Mario! On va bien? Cheers! Cheers! On est vendredi, 5h, 5h30. Fin de journée. La journée est finie. On a une petite Heineken sous la main. On est dans un mode relax. Oui, absolument. On est dans les bureaux de la firme Inventive, qui partage aussi ses bureaux avec la firme Run at Server. Parce que notre invité est quelqu'un qui travaille chez Inventive, Éric Renaud. Salut Mario, salut Guy, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Vous autres aussi, je pense que c'est maintenant partie de la culture Inventive. Le vendredi, fin de journée. Ben effectivement, aujourd'hui, c'était la dernière journée de notre itération. Donc, c'était la démo, la rétro, le planning de la prochaine et la petite bière et les chips pour finir tout ça. Parce que vous faites du développement en utilisant l'approche Scrum. Exactement. Donc, c'est des itérations de 2 semaines. Donc, on se force à garder une pression sur les équipes de développement, une belle tension entre qu'est-ce qu'on peut développer puis qu'est-ce qu'on développe vraiment. Donc, c'est vraiment le fun. Hey Mario, je pense qu'il y a du neuf dans ton ordinateur. Oui, j'ai un beau sticker sur mon ordinateur qui dit j'aime mon SSD, mon Solid State Hard Drive, c'est ce que je vous racontais avant qu'on entre en onde. J'ai finalement installé, je pensais acheter un. C'est pas donné, hein, comme tu me disais, Guy, c'est assez cher. Mais j'ai acheté quand même. Faut t'acheter des bonnes compagnies parce qu'il y a encore un peu de produits qui sont Les pas premières générations là, étaient problématiques, mais là, t'as acheté Intel, ouais. Les Intel là, sont vraiment bien. Il y avait une petite, au lieu de 600, ça m'a coûté 450, il est en rabais. Mais c'est quand même 450$ pour un 160 gigs. Et puis, est-ce que ça vaut la peine? Ça fly, mon ami. Écoute, ça je disais, par exemple, faire un vrai shutdown de Windows 7, 5, 6 secondes. Tu sais, moi, j'ai installé quand même à quelques reprises, je le faisais dans des machines virtuelles à l'époque, Visual Studio 2010. Ouais. Tu sais, installé complètement, là, c'est toujours au moins 20-30 minutes. Là, ouais. Ben là, cette semaine, je l'ai installé justement et un gros 3 minutes, tout est installé. Je pars Office 2010, là, 3 secondes, pouf, tout est là. Mais là, Mario, tantôt, tu disais que ça shut down en 4 secondes ou 5 secondes. Ça veut dire que tu shut down ta machine, t'arrêtes de travailler des fois? Oui. Il faut, hein? Écoute, moi, j'ai juste changé mon 5000 tours de mon laptop pour un 5000 tours. J'ai déjà vu la différence, mais c'est vraiment pas comme un SSD, là. Non, un SSD, là, écoute, on s'entend, là, les prix vont baisser, puis tout le monde va goûter à ça, mais je pense, c'est un peu comme, l'analogie que je préfère, c'est la télévision noir et blanc ou la télévision couleur. Un coup, t'as goûté à couleur, tu peux pas trop revenir au noir et blanc. Si t'as pas le choix, tu vas le faire. Mais je pense que c'est ça. Hein, le futur est devant nous et chacun va avoir son SSD puis tout le monde va l'apprécier. Puis ça va probablement aussi changer les capacités parce que là, aujourd'hui, il faut pas se cacher, le disque rigide, c'est un bottleneck. Puis le fait que ça va devenir moins le bottleneck, ben ça va changer peut-être aussi les capacités d'application qu'on va pouvoir faire pour entre autres pour l'outillage. Je pense à Visual Studio, peut-être qu'il va pouvoir en tirer parti puis nous donner des choses un peu plus fun dans le futur. Un peu comme, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, quand est apparu les premiers IntelliSense. Je me souviens que les premières fois qu'il y a IntelliSense. Ça grattait, là. Ah, mais ça grattait, puis ça demandait du jus, puis le monde faisait comme, wow, et monsieur gère. Aujourd'hui, on serait plus capable de programmer sans IntelliSense. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'on va faire dans 4-5 ans ou 10 ans avec Visual Studio, puis on serait plus capable de programmer sans ça. Donc, j'apprécie beaucoup. Ouais. Sur ça. Ben, écoute, Éric, 4e fois que tu viens faire une émission avec Oui, nous? c'est la 4e fois, je pense. Après le TDD, le BI, puis une autre fois, Puis toi, tu as fait partie des premiers invités. Tu étais 4e ou 5e. Oui, Les premiers qu'on a torturés. Quand on commençait, c'était vraiment... on discutait justement de la technologie qu'on utilise maintenant. On est loin. Hein, il y a 5 ans, c'était ardu faire des podcasts et maintenant, c'est assez faible. On pourrait quasiment dire que Guy s'est rendu un DJ maintenant avec sa console. Waka, waka, waka.
Mais tu sais, juste à faire un petit aparté, on a reçu un email l'autre jour de quelqu'un qui nous suggérait de faire un peu comme la suite 5 ans plus tard, comme on avait fait dans la première émission avec toi, c'était sur Test Driven Development. Ben peut-être refaire comme, tu sais, où en es-tu rendu avec le Test Driven Development? Bon, malheureusement, c'est pas ce qu'on va traiter aujourd'hui, mais c'est peut-être un rendez-vous qu'on va se donner pour dans la prochaine année. Je pense que j'aime le défi, puis ça peut être super intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en TDD en 2010 déjà. Ouais, puis comparer, voir l'évolution là, qu'il y a eu au fil des années. Là. Puis votre vécu aussi, parce que maintenant, à l'utiliser, on vient à développer des pratiques qui nous disent, regarde, c'est la bonne façon de s'y rendre. C'est sûr, il y a quelques années, c'était encore quelque chose de nouveau dans l'industrie que pas tout le monde avait adopté, mais en 2010, je pense que tout le monde a presque adopté ça. Puis surtout Visual Studio. Je pense que t'es très optimiste. Tout le monde chez Inventive. Je pense que tout le monde chez Inventive. Moi, je suis chez Pixis. Beaucoup, presque tout le monde chez Pixis. Mais la règle de l'art de l'industrie, c'est encore que peut-être 8 organisations sur 10 qui font même pas de tests. C'est vrai. Automatisation, on s'entend, ils font des tests manuels, mais Mais je pense qu'il y a quand même on voit le désir de ça dans l'industrie. Visual Studio 2010 qui a beaucoup de choses pour les tests unitaires qui ont été améliorés. Mais gardons ce sujet-là pour on une va en autre parler. fois. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de... on prend le terme anglais, on fera la traduction par après. C'est un pattern. Donc, un patron... est-ce qu'on peut dire que c'est un patron quasiment d'architecture? C'est pas un patron de conception? Définitivement un patron d'architecture. Qui s'appelle le Command and Query Segregation. C'est le Command and Query Responsibility Segregation. C'est vraiment la responsabilité qu'on va parler. Avant d'en parler, on va faire la bio. Ben oui. Merci Guy de me ramener dans le droit chemin. La première chose qu'on va dire sur toi, Eric, c'est que dans un mois et demi, tu vas être un heureux papa. Hein? Oui, je vais aller essayer ça, voir si j'aime ça. La cigogne s'en vient. La première cigogne? Oui, la première. Parce que, bon, moi, vous êtes marié quoi, 3 ans, 2 ans? Il y a 3 ans, on s'est mariés, puis là, on passe à la prochaine étape, là, j'ai l'impression. Donc ça s'en vient, mais bon, à part le fait que tu vas être un nouveau papa qui va quand même te caractériser beaucoup un jour dans ton identité, mais ta vraie identité, à la base, c'est, bon, t'es fondateur de la firme Inventive. Oui. C'est une firme de consultation en .net à Montréal. Oui, on essaye beaucoup d'aider justement le monde à développer du logiciel avec les meilleures techniques, les meilleures pratiques. Puis moi, je ferais mon petit résumé d'Inventive, mais je vais te laisser le faire plus en long. Mais moi, je dirais Inventive, ça va faire du développement Microsoft .net avec les approches agiles. C'est vraiment les jumelages des deux qui vous caractérisent. Tu peux peut-être présenter un peu plus qu'est-ce que fait Inventive? Bon, en 30 secondes, ce que je peux dire, c'est que on essaie d'aider nos clients à mieux bâtir du logiciel, donc c'est une approche de service naturellement. Ça peut passer par de la formation, de l'accompagnement ou aussi un aspect incubateur où on va aider les compagnies à démarrer leur propre projet. Puis une fois qu'ils sont assez avancés dans leur maturité de développement, on va les laisser voler de leurs propres ailes. Naturellement aussi, le service c'est bien le fun, mais on a aussi un aspect produit. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle Live Business. C'est une plateforme d'affaires qu'on essaie de développer. Puis le premier vertical qu'on essaie de commercialiser dans les quelques prochains mois, c'est pour les laboratoires dentaires. Donc là, c'est tout un défi de comprendre c'est quoi une dent, ça va où dans la bouche, il y en a combien. C'est tout un nouveau monde pour nous autres. Mais c'est ça qui est le fun quand on fait de la consultation, c'est qu'à un moment donné, on voit des opportunités pour bâtir des produits. Puis c'est le plaisir de la chose, c'est à un moment donné de réussir à faire des produits, parce que ça, c'est, en anglais, on dit ça peut scaler, ça dit qu'on peut avoir du volume, tandis que la consultation, c'est toujours un par un, il faut toujours faire. En tant que consultant, il scale pas. Il y a 24 heures dans une journée. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on adopte une belle approche de produit à ce niveau-là. Puis moi, c'est un peu ce que je vis chez Pixis. Hein. Là, moi, je suis vraiment dans la division produits, puis Pixis fait des produits pour les développeurs. Donc, à un moment donné, les gens spécialisent dans ce que tu es bon. Outre ça, tu es un MVP C#. Oui. Deuxième année. Puis... Tu es fortement impliqué aussi avec Microsoft hein, dans l'évolution d'un produit. Je sais pas si on peut l'appeler produit, mais... Je pense que oui. C'est rendu, je pense, à la version 5 du... Je pense qu'on peut appeler ça un produit. C'est un produit essentiel au développement. Effectivement. Donc, comme vous connaissez sûrement, il y a un groupe chez Microsoft qui s'appelle Patterns and Practice. Puis c'est un groupe chez Microsoft qui ne vend pas de logiciel. C'est un groupe qui développe des outils pour aider les autres compagnies à développer du logiciel. Donc, un peu la même fonction ou la même mission que nous à l'interne chez Inventive. Puis, un de leurs gros produits qui se download énormément sur Codeplex, ça s'appelle Enterprise Library. Donc, ils sont maintenant rendus à la version 5 qui est sortie il y a quelques semaines.
Puis, c'est vraiment une belle amélioration. Ils ont complètement changé l'architecture, la configuration. Puis, tous ceux-là qui veulent triper avec les nouveaux buzzwords, par exemple, Dependency Injection ou inversion de contrôle, c'est toutes des choses qu'on retrouve maintenant dans Enterprise Library. Inventive, vous avez été fortement impliqué dans la livraison de Enterprise Library 5 parce que Pattern Hypothesis, c'est un de vos clients. Exactement. Je sais que dans la dernière année, tu es allé à plusieurs reprises à Redmond. Parce que moi, je suis allé quelques fois. Puis François, ton partenaire, est allé aussi. Puis les gens de ton équipe, parce que Inventive grossit, là, vous êtes rendu 5 employés, 6? 6 employés. Ça va vite, hein? Oui, c'est... ouais. Il va falloir changer de bureau bientôt. Donc, il n'y a pas juste il y a les bébés dans la famille, mais il y a aussi la compagnie qui grossit. C'est le fun! La famille et la famille étendue. Ouais. Écoute, nous, on fait la pause. OK. Puis on va reparler de Command Inquiry Responsibility Segregation. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontreal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Donc, avant qu'on fasse la pause, tu as axé vraiment à dire, Mario, la responsabilité, c'est fondamental là-dedans. Ouais. Donc, on parle de séparer les commandes et les requêtes. C'est ça. En gros, c'est comment séparer la responsabilité de faire des requêtes, donc extraire de l'information d'un système informatique, puis de modifier l'état ou l'information qui est dans ce système-là. Mais avant d'en parler trop, je voudrais passer un petit peu de temps sur la théorie qui fait qu'on a ce patron-là d'architecture. Vous connaissez souvent les patterns ou les patrons de conception, mais il y a une autre affaire qui s'appelle les pratiques. Puis ceux-là, ou les principes plutôt. Puis les principes, il y en a un qui s'appelle le SRP. Super intéressant. C'est le Single Responsibility Principle. En gros, tout ce que ça veut dire, c'est qu'un objet ne devrait avoir qu'une seule responsabilité. Pas 2, pas 3, pas 4. Une seule. Ça fait que c'est plus facile à tester, ça fait que c'est plus facile à designer, parce que là, je suis pas en train de jongler avec un objet qui fait plein de choses, je jongle avec juste un objet qui a une belle responsabilité. Puis ça pourrait être quoi une responsabilité pour un objet? Mais par exemple, si je pense à un objet qui peut calculer la paye, c'est seulement de calculer la paye. Par contre, cet objet-là, pour pouvoir l'utiliser dans un processus d'affaires, il faudrait que je l'orchestre avec plein d'autres objets, parce que justement, ils sont tous spécialisés à faire chacun leur propre petit job. Puis, ce que l'industrie est en train de se rendre compte, parce que le patron qu'on parle, c'est quelque chose qui émerge de plus en plus depuis 5-6 ans. On va tout à l'heure parler qu'il y a quand même des gens qui en ont parlé il y a une vingtaine d'années, mais il y a vraiment une prise de conscience dans l'industrie que la fameuse responsabilité de l'accès aux données, parce que c'est de ça qu'on parle. Donc, il y a deux types d'accès aux données, les accès où est-ce qu'on veut faire des commandes. Donc, comme disait, on veut modifier les données, puis les accès où est-ce qu'on veut les lire. C'est deux responsabilités différentes et on aurait intérêt à les séparer. Puis, la deuxième partie de la théorie que je voulais parler, c'est, il y a un théorème. Puis un théorème, celui-ci s'appelle le CAP théorème. Puis qu'est-ce qu'il nous dit, c'est que quand on bâtit un gros système informatique, il faut choisir 2 des 3 enjeux suivants. Le premier, c'est la consistance de notre système. Donc, si je fais 2 read ou 2 lectures de mon système, est-ce que je vais tout le temps avoir la bonne réponse? Si j'imagine Google, si je fais 2 fois la même requête sur 2 postes, un en Chine et une au Canada, est-ce que je vais avoir la même requête, la même réponse? Probablement non, parce que il y a des serveurs géographiques, il y a des serveurs au Canada qui sont peut-être plus à jour que serveurs en Asie. Ça n'a pas tellement d'importance. Exactement. Dans ce cas-là, la consistance, c'est pas quelque chose qui est important pour nous. Le deuxième enjeu architecturel, c'est la disponibilité de notre système. Donc, en anglais, availability. Donc, est-ce que mon système est ouvert 24 heures sur 24, 23 heures sur 24? Est-ce que j'ai une disponibilité de 99.9? Si on vient à ton exemple de Google, donc la consistance n'est pas si importante dans la mesure où moi, si je fais une requête, je ne sais pas si j'ai pas tout à fait la dernière information, puis tant que l'information que je reçois est crédible, je m'en fous un peu. Mais si je tape Google puis ça répond pas, ça m'achale beaucoup. Exactement. Donc, on voit tout de suite que chez Google, ils ont fait le choix de dire la consistance, on va pas mettre énormément d'efforts sur s'assurer que tous les serveurs, tout le système donne tout le temps la même réponse à tout le monde sur la Terre. Mais par contre, quelque chose qui est très important pour eux, c'est que leur système doit être up and running 99.999% du temps. La disponibilité, d'ailleurs,
c'est peut-être une des caractéristiques. Les gens savent. Moi, quand je veux tester si j'ai de l'accès à Internet, je tape Google. Parce que je présume que Google, leurs serveurs sont toujours up and running. C'est la référence. Si je taperais, je sais pas moi, un serveur, mettons, qui serait hébergé chez mon ami Guy, c'est peut-être possible que Guy soit en vacances, puis son serveur est down. Donc, je ne sais pas si c'est mon Internet qui est pas là ou son serveur, mais je présume que Google, leur serveur est toujours up and running. La troisième partie du théorème, c'est la tolérance du système à survivre je ne vais pas dire explosion, mais à une perte de service quelque part dans son architecture. Une catastrophe. Une catastrophe. Par exemple, si on reprend l'exemple de Google, qu'est-ce qui se passe si Google Mail arrête de fonctionner? Google continue à fonctionner, Google Docs continue à fonctionner. Donc, ils ont bâti leur système d'une façon que les systèmes sont indépendants un de l'autre, puis que le système est capable de continuer à fonctionner même si Google Mail ne fonctionne pas pendant quelques heures. C'est ce qu'on appelle le partitionnement. Exactement. Mais en fait, c'est des systèmes qui sont complètement séparés, là. Donc, ils ont une responsabilité unique. Donc, la recherche est servie par une application, par des serveurs. C'est vrai que moi, j'ai utilisé un exemple. On pourrait facilement imaginer que à l'interne, ils vont partager des ressources. Par exemple, peut-être que le stockage est partagé entre Google Docs et Google Mail. Mais prenons peut-être un exemple qui est plus concret. Si on faisait une application, nous, puis dans notre application, on aurait un module de recherche, en fait une classe qui fait des recherches dans la BD, puis une autre classe qui fait, je sais pas moi, des insertions. C'est là qu'on voit un peu la responsabilité là. Du partition, C'est de ça. la partition. C'est ça. C'est vrai. Un autre exemple, ça pourrait être si j'ai un système d'entreprise, j'ai peut-être le système des ressources humaines qui communique avec le système du payroll. Mais si le système de payroll arrête de fonctionner, probablement que ces deux systèmes-là sont relativement bien imbriqués, mais si le système de paye arrête de fonctionner, je suis quand même capable de créer des nouveaux employés, de saisir leur information. Puis quand le système de payroll va remonter, lui, il a été bâti d'une façon que même s'il a été offline pendant quelques minutes, il est capable de reprendre la charge qui a manqué. Donc ça, c'est un concept d'architecture. C'est dépendance entre les systèmes. Internet ne pourrait pas fonctionner si on n'aurait pas un bon partitionnement, parce que ça veut dire que dès qu'il y avait, mettons, un serveur qui est down, tout le reste tomberait en... on a connu ça, les premiers systèmes d'entreprise, les gens faisaient des systèmes que tu avais toujours besoin d'avoir tout le monde up and running, puis rapidement, tu avais des taux de défaillance épouvantables. Donc, on s'est mis à partitionner, puis mais ce que dit le théorème, c'est que je peux pas avoir les trois en même temps. Exactement. On peut juste en avoir deux de ces trois-là. Puis dans la majeure partie des cas, on va voir que c'est la consistance qu'on va choisir d'ignorer. Parce que en bout de la ligne, que Google ne donne pas la réponse exacte à ce que je cherche, parce que de toute façon, il n'y a aucune façon que moi je pourrais mesurer c'est quoi la vraie réponse à ces requêtes-là. Donc, on joue sur cette perception-là humaine pour dire que le système n'a pas besoin de faire ça tout le temps, mais c'est good enough la réponse. Si je prends par exemple un système d'entreprise où est-ce que je vais chercher la liste des factures que j'ai. Ça se peut que 10 minutes avant, quelqu'un inscrit une nouvelle facture, mais que je la vois pas. Oui. Mettons, moi, quand je fais ma requête, c'est pas grave, je sais pas qu'elle est pas encore là, parce que pour moi, c'est juste comme, elle est pas encore rentrée dans le système, elle va apparaître peut-être dans 20 minutes ou 30 minutes. Quand elle apparaîtra dans ma liste, là, j'aurai. Mais ça doit dépendre du domaine d'affaires aussi, parce que je prends le domaine de bancaire. Si je suis au guichet automatique, je vais avoir... c'est sûr qu'il y a des domaines que ça s'applique pas. Justement, moi, je veux tout le temps savoir exactement, quand je fais mon retrait bancaire, combien d'argent que j'ai dans mon compte de banque. Donc ça, c'est sûr mais que d'un ça sens s'applique. aussi, je dis cet exemple-là, mais souvent on s'aperçoit que quand on le SLA de notre banque nous dit souvent que on dépose quelque chose puis ça va apparaître 24 heures suivant. Donc, ils nous le disent, par exemple, tu sais, mettons maintenant avec les systèmes où tu es capable par Internet de te connecter puis voir ton compte de banque, les premiers temps, maintenant, c'est de moins en moins vrai, mais tu allais faire, mettons, un retrait dans un guichet, puis si tu te branchais tout de suite avec ton système d'accès par Internet, là, ton solde n'était pas le même que venait de te donner le guichet. Il y avait une inconsistance. Et tout le monde acceptait de vivre avec ça. Comment on faisait de s'assurer que le client se plaignait pas? On lui disait justement, votre système sera mis à jour juste dans 24 heures. Moi, je sais, par exemple, les fameuses cartes de crédit, que souvent, tu es capable de voir le solde de ta carte de crédit, mais on te dit clairement que c'est différé parce que tu es dans le système
par exemple, de ta banque qui, elle, sous-traite, en tout cas, les cartes de crédit avec une autre division, puis ils sont pas tout à fait consistants tout le temps. Il y a d'autres exemples qu'on retrouve facilement en entreprise. Tout le concept de dashboard. Donc, le concept de dashboard, c'est moi, le matin, j'arrive à mon bureau, je regarde mon dashboard. Mais est-ce que l'information est-ce qu'il y a un bug qui a été résolu dans les 5 dernières minutes? C'est-tu vraiment important? Est-ce que je vais pouvoir changer? Est-ce que cet impact-là ferait que je prendrais des décisions différentes? Probablement pas. Puis la vraie souffrance, c'est si je décide que je veux tout le temps être consistant, la complexité de mon système va devenir fortement élevée. Ouais. Plus j'essaie d'être consistant, plus c'est difficile de bâtir un système. Et la prise de conscience ces dernières années, c'est que si j'accepte d'être inconsistant, je peux séparer les fameuses responsabilités qui sont requêtées. Donc, aller lire l'information de la responsabilité qui consiste à modifier l'information, qui sont deux responsabilités différentes et qu'on aurait intérêt à séparer. Oui. Quand tu dis inconsistant, moi, ce que j'aime dire au monde, c'est que c'est de la consistance éventuelle. Donc, c'est sûr qu'on va pas bâtir un système qui sera jamais consistant, que ça va prendre des semaines avant que l'information valide apparaisse à l'écran. Mais je pense qu'un délai de quelques secondes, quelques minutes, c'est peut-être quelque chose qu'on est capable d'accepter. Puis c'est là la prise de conscience, c'est que les développeurs, nous, on est armés avec on a des outils, on est capable de programmer, on est capable de tout résoudre comme problème, autant qu'on a assez de temps et d'argent. Donc, il y a certaines personnes qui vont dire, bon, ben, je suis capable de le faire, je vais m'assurer que l'écran est mis à jour aux 32 secondes puis que l'information va tout le temps être à jour. Mais ça, des fois, c'est peut-être, je veux pas dire perte de temps parce que ça pourrait être nécessaire, mais c'est peut-être du temps mal investi dans certains domaines parce que justement, on pourrait vivre avec le fait que c'est de la consistance éventuelle. L'information va être à jour. Puis moi, dans mon domaine d'affaires, j'ai pas besoin que l'information soit immédiatement parfaite à l'écran pour pouvoir prendre les décisions que j'ai besoin de prendre. Puis c'est peut-être aussi notre faute. Hein? Si en tant que développeur, on sait qu'on peut arriver, ou architecte, on sait qu'on peut arriver avec une consistance parfaite, puis le client nous demande ça, on va dire ben oui, on peut y arriver. Au lieu de dire ben regarde, on va arriver avec un niveau qui est pas nécessairement parfait, mais qui va être, je sais pas moi, 1 minute ou quelque chose comme ça. Ça va te coûter beaucoup moins cher, puis les systèmes vont être plus flexibles pour telle ou telle raison. Je pense que c'est un travail d'éducation qu'on a à faire aussi. Éric, je vais poser un exemple. Tu me diras si ça a du sens ce que je vais dire par rapport à ce fameux patron-là d'architecture qui est de séparer les requêtes des commandes. Si on prend les bases de données relationnelles, on s'entend que le fameux fait qu'on a des tables qui sont en relation, le but c'est d'avoir l'information à un seul endroit. Oui. Aucune duplication. Pourquoi on favorise aucune duplication? C'est qu'on sait que si on veut mettre à jour, ça va être beaucoup plus simple parce qu'on a à mettre à jour une seule place. Donc, la base de données relationnelle, elle favorise la responsabilité, en tout cas, elle simplifie la responsabilité de mise à jour, de création. Mais quand je vais voir faire des requêtes, vu que l'information est à une seule place, puis souvent les requêtes, je veux pas juste voir une table, mais je veux voir plusieurs tables, ben là, je complexifie mes requêtes, parce que là, je suis obligé de faire des requêtes SQL avec des unions, des puis donc, j'ai un prix à payer quand je veux faire des requêtes. Pour me simplifier mon coût ma responsabilité de mise à jour, je complexifie la responsabilité de requêtage. C'est vrai qu'est-ce que tu dis parce que si on regarde c'est quoi SQL, SQL ça veut dire Structured Query Language. C'est un langage pour retrouver de l'information dans une base de données. Maintenant, ça c'est 80% de nos scénarios d'utilisation d'une application. Puis là, on va faire des read, des updates, des delete et des create. Donc là, on va altérer de l'information. C'est sûr que si j'ai le même modèle de données pour mon écriture et pour ma lecture, c'est sûr qu'on va faire des choix dans notre architecture, puis on va dire, je veux que mon modèle de données soit tout le temps cohérent, qu'il soit valide, que j'ai pas de l'information duplicatée. Donc, on va favoriser ces contraintes-là au niveau de la modification de l'information, à la création, à la mise à jour ou à la destruction. Mais c'est sûr que ça l'aide pas la personne qui veut extraire de l'information, que lui doit comprendre le schéma, puis que lui, peut-être qu'il a besoin de l'information dans un champ, dans une colonne, dans une table, puis que le deuxième champ qu'il a besoin, c'est dans une autre colonne, dans une autre table, qu'il y a 8 liens entre ces deux affaires-là. C'est pas optimal pour lui, mais ça représente 80% de qu'est-ce qui se passe en industrie, des transactions sur le système. C'est une souffrance que souvent les gens ont et qui sont même pas conscients qu'ils l'ont. C'est-à-dire que si on regarde le code applicatif de beaucoup d'applications qu'il y a dans l'industrie, beaucoup de complexité inhérente qu'il y a, la fameuse complexité essentielle,
Elle est essentielle juste parce qu'on a pris le choix de rester consistant entre mes capacités de faire des commandes, donc de faire des create read, des create update et lire. Puis si j'aurais d'entrée de jeu d'un point de vue architectural décidé de séparer ces deux-là, ça peut-être que la complexité de mon système aurait baissé beaucoup. Mais beaucoup de nos auditeurs sont peut-être pas conscients qu'ils vivent dans un système hyper complexe à cause de ça, parce qu'on a fait un choix d'architecture souvent implicite, parce qu'on a dit, on va mettre ça, on va stocker dans une base relationnelle, puis on s'est pas posé plus de questions, parce que c'est la règle, on va dans une base relationnelle, un peu comme des années 80, moi je me souviens, j'ai des cheveux blancs, mais il y était un temps où le monde disait, un PC, on a déjà du IBM. Parce que quand les premiers clones sont apparus, là, c'était pas un clone, c'était juste un IBM, il n'y a jamais personne qui a été congédié pour avoir acheté un IBM. On sait qu'aujourd'hui, en 2010, IBM ne fabrique même plus d'ordinateurs, parce que un jour, les gens ont pris conscience que c'était peut-être une aberration. Ben, l'industrie, peut-être qu'on est en train de prendre conscience que c'était une aberration de toujours prendre comme choix de stocker dans une base de données rationnelle, que la question se pose d'un point de vue d'architecture, est-ce le bon outil pour ce qui est mon problème? C'est sûr que moi, je continue à penser que les bases de données relationnelles, c'est une bonne pratique. Je pense que c'est une bonne façon d'organiser l'information. C'est facile de faire des rapports sur ça. C'est facile de comprendre l'information parce que j'ai des relations. Mais il y a certains scénarios, je peux penser à des systèmes qui vont recevoir des milliers de transactions par minute. Ces systèmes-là, on doit faire des choix. Puis là, il faut dire, est-ce que je veux avoir un beau modèle de base de données pour mon système hyper performant ou je suis prêt à dire, voici l'espace que je vais accumuler mes commandes. À mesure que j'exécute mes commandes qui sont rentrées sur mon système, donc qui altèrent l'information, je mettrai à jour d'autres sources d'informations. Puis ce sont ces sources-là d'informations qui sont hyper optimales pour faire de la lecture d'informations. Donc j'ai peut-être de l'information duplicatée, mais j'ai de l'information qui est facile à récupérer aussi. Juste pour nos auditeurs, leur donner une autre façon de voir le problème. On en parlait avant de faire l'entrevue, Éric puis moi. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens parlent de ce fameux patron-là. Mais rien de nouveau sous le soleil, hein, parce que moi, je me souviens, le fameux livre de Bertrand Meyer qui a écrit dans les années 87, que moi j'ai lu en 1989, où est-ce qu'il y avait un chapitre où est-ce qu'il parlait de design by contract. Qui est un principe de programmation réputé, c'est-à-dire que assurez-vous de toujours vérifier que, par exemple, vos méthodes, le contrat de vos méthodes. Et une des choses que Bertrand Meyer stipulait déjà à cette époque-là, lui avait fait la reconnaissance que si on regarde une classe, mettons qu'il y aurait une série de méthodes publiques. Il y a des méthodes publiques qui ne vont servir qu'à lire l'information. Donc, ils n'ont aucun effet de base, c'est-à-dire ils lisent l'information. Puis lui, ce qu'il disait, ces méthodes-là, de valider complètement le contrat, c'est peut-être pas si important que ça parce qu'ils viennent pas modifier l'état interne de ton objet. Mais ce qui mettait tout de suite en relief, c'est les fameuses méthodes qui changent l'interne, donc qui sont des commandes, parce que les autres vont vraiment écrire. Eux, tu devrais toujours vérifier comme faut ton contrat parce que tu peux vraiment mettre ton objet dans un état instable, puis là, ton système va vraiment être fautif. Puis le patron d'architecture CQRS, qu'est-ce qu'il dit, c'est que au lieu d'essayer de retrouver les méthodes qui font de la lecture puis les méthodes qui font de l'altération de data, on les sépare complètement. Ce sont deux interfaces complètement disponibles, séparées. Je vais avoir I read data puis I update data. C'est vraiment fondamental la responsabilité qu'on attribue à chacune de ces deux interfaces. Puis tu vas avoir deux objets différents? Les deux objets différents qui vont implémenter chacune des interfaces. Mais là, la question est bonne. C'est-à-dire pas forcément deux objets, parce que ça, c'est un plus une stratégie d'implémentation. Tu peux décider que tu vas avoir un seul objet, mais tu aurais deux interfaces pour accéder au même objet. Mais tu peux décider que ça va être deux objets. Un peu comme tout à l'heure, on va expliquer que les stratégies d'implémentation, ça peut être de dire je stocke tout dans une base générationnelle, mais je peux décider que je stocke tout ce que je fais des commandes dans une BD, d'autres dans une autre BD. Je peux même décider de plus utiliser des modèles relationnels. Je peux décider d'utiliser des bases de données en mémoire. Je peux utiliser des fichiers. Donc, tout devient ouvert d'un point de vue architectural. Mais Mario, si j'ai un objet puis j'implémente les deux patrons, finalement, de lecture et écriture, je reviens à la même chose. Là. J'ai tout mis dans le même objet. C'est ça. C'est à ce moment-là, aussitôt que j'ai un objet qui va implémenter deux interfaces,
probablement que dans ma réalisation, dans mon implémentation, je partageais du code dans ma partie écriture et ma partie mise à jour. Puis c'est là que ça devient dangereux, parce que c'est à partir de ce moment-là que toutes les autres couches en dessous de ça, probablement eux autres, qu'ils n'ont pas séparé la séparation. C'est plus comme une couche de service ça, qui offre deux types de services. Mais le patron est beaucoup plus fondamental. C'est qu'à la base, tout est séparé. Par exemple, si j'ai un système qui gère des employés, je vais avoir des commandes qui s'appellent Create Employee, Delete Employee, Fire Employee, Upgrade Employee. Mais ça, c'est des commandes qui vont s'accumuler, puis on va les exécuter pour effectuer du travail. Par contre, au niveau de l'information, comment est-ce qu'elle est stockée? Je vais peut-être avoir une base de données avec une table employée qui, elle, va servir à faire du reporting. Je vais peut-être avoir une autre base de données avec une table employée qui contient les cumulatifs de paye de combien j'ai été payé dans les années précédentes. Donc, au lieu d'avoir à calculer ça à chaque fois, c'est quand je fais mon upgrade employee, donc j'exécute une commande, que là, l'information dans toutes les différentes bases de données sont mises à jour. Donc, moi, quand je fais une lecture, je suis capable de tout le temps aller vers la source de données qui est la plus rapide. J'ai pas besoin de passer par un modèle d'entité. C'est sûr que je peux. On ne dit pas aucune implémentation au niveau du patron, mais j'ai la possibilité de faire ça. Ce que tu dis, c'est ça. Le fondamental, c'est vu qu'on va changer notre façon de voir le monde en disant ces deux responsabilités, on va probablement finir à avoir des implémentations différentes. Donc, on mettra pas ça dans les mêmes objets. Parce que le but ultime, c'est qu'on va se rendre compte qu'il y a un chemin plus simple. Parce qu'on cherche tous les êtres humains à créer de la simplicité. En tout cas, je connais peu d'êtres humains qui aiment se complexifier la vie. Les architectes sont bons pour complexifier les choses. Attends, là, je vais faire une nuance. Les bons architectes ont comme mission de simplifier les choses. Les architectes à large, je suis d'accord avec toi qu'il y en a quelques-uns qui aiment complexifier, mais je suis pas sûr que je les appellerais des architectes, mais... Passons. Ça serait une autre discussion. Oui. Mais ceci pour dire que je pense que la nature humaine cherche quand même à simplifier. Puis là, vu qu'on prend un point de vue, on a un paradigme différent entre ce qui sont les commandes et ce qui sont les requêtes, on va facilement voir le chemin pour avoir un système beaucoup plus simple. Oui. Puis c'est ça le fondamental de la chose. Quand on a dit ça, puis quand on a compris ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre à comprendre sur ce pattern-là? Le pattern lui-même, je pense qu'il est pas très, très complexe. Je pense que déjà, on a fait un peu le tour, puis on a compris c'est quoi les implications, puis à quoi il faut penser, donc de la consistance éventuelle, etc. Là, après ça, il faut penser à une bonne architecture d'implémentation. Comment est-ce qu'on va faire pour prendre ça, puis dire, oui, j'ai besoin de cette... Je dis complexité, mais ce type-là d'architecture, parce que je veux de la disponibilité, je veux beaucoup de pouvoir de traitement, et je vais être capable d'avoir accès à l'information très, très rapidement, et tout ça en même temps. Mais là, comment est-ce que je vais faire pour implémenter ça? Est-ce que je vais faire du Entity Framework? Est-ce que je vais prendre NHibernate? Est-ce que je peux utiliser NHibernate? Je suis obligé de me prendre un Object Relational Mapper à la NHibernate quand j'ai commencé à se séparer? Moi, je dirais que au niveau des commandes, je pense que travailler avec un domaine objet, donc tout le monde connaît, je pense, le DDD, le Domain Driven Design, je pense que c'est intéressant parce que ça nous permet de localiser toutes les règles d'affaires, toutes les règles les règles de données, la validation. C'est un bon point que tu amènes. C'est qu'habituellement, associé avec des commandes, tu as souvent de la logique d'affaires. Tu as vraiment de la logique métier. Ils vont quasiment main dans la main. C'est rare que tu vas modifier ta persistance de données sans avoir certaines règles. Puis ces règles-là, souvent, c'est ça qui sont tes règles d'affaires. C'est sûr qu'il y a un peu deux types de commandes. Il y a les commandes de type CRUD, par exemple, créer un employé, mettre à jour un employé. Mais rapidement, dans un système, on rajoute des règles d'affaires à ces commandes-là. Même créer un employé, là, très rapidement, les gens disent, attends une minute, on crée pas un employé comme ça, faut qu'il y ait ici, faut qu'il y ait une validation. Hop, là, tu te rends compte qu'il y a une certaine, en tout cas, il y a une certaine connaissance métier qui ressort, il y a des règles métiers que tu dois mettre. Puis c'est plus juste de dire, je fais une inscription, une entrée dans une BD, c'est, faut que je valide ici, j'ai-tu telle chose, y a-tu un accord, en tout cas. En fait, ça pourrait être une responsabilité unique là d'un objet de savoir comment créer ces fameux employés-là. C'est ça. Donc, au fond, la commande qui s'appellerait Create Employee, c'est sûr qu'on va lui donner de l'information. Donc, elle a besoin le nom de l'employé, son NAS, son salaire de base, son titre. Une fois on a reçu cette commande-là, probablement que je vais avoir un objet qui s'appelle employé dans mon système. Je veux dire, c'est pas à cause qu'on a ce patron-là d'architecture que je suis obligé de plus avoir d'objet du type domaine.
Là, je pourrais peut-être dire, je remplis mon objet de type employé, j'utilise un ORMapper pour le sauvegarder, mais ça va un petit peu plus loin que ça. C'est pas juste l'acte de créer l'objet employé. Comme tu disais, Mario, c'est aussi tout l'acte de valider cette information-là. Est-ce que je dois envoyer un autre message au système de payroll pour activer la paie? Est-ce que je dois valider? Est-ce que c'est un terroriste? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont dans le cadre de la commande, mais pas nécessairement de mon objet employé, que lui, c'est très restreint à mon domaine. Mm-hmm. Donc, souvent, avec les commandes, ce que tu nous dis, c'est qu'avec du côté commande, on va avoir de la logique métier qui vient s'attacher. Donc, on va avoir intérêt à modéliser un domaine du métier. Donc, les pratiques là, du DDD sont intéressantes. Mm-hmm. Pour les requêtes, quand je fais des requêtes, j'ai-tu souvent de la logique métier? Probablement pas. Parce que c'est sûr qu'on n'est pas en train de valider de l'information. Puis si on veut faire des accès rapides à l'information, on va essayer de dériver l'information qu'on a besoin le plus à l'exécution des commandes. Par exemple, si on fait un système de commande, si j'ajoute un line item dans ma commande, probablement que je vais vouloir recalculer le total de cette commande-là à la fin de l'exécution de ma commande. Pas quand j'essaie d'extraire l'information sur ma commande pour dire « Ah, ben là, je vais faire la somme de toutes les lignes de commande de cette commande-là. » C'est beaucoup plus rapide de juste dire « Commande 17, c'est quoi le total? » C'était un des effets de base, justement, de ne pas avoir séparé les commandes des queries. C'est que souvent, les gens se mettaient à faire des queries, mais là, dans les queries, ils refaisaient des calculs. Puis là, en plus d'avoir les temps d'accès qui sont longs, puis le fait que tout était distribué dans 28 tables parce qu'on était dans un modèle relationnel normalisé, déjà là, c'est encore plus long. On se mettait à faire les agrégats pis les calculs. Quand si tu as tout stocké déjà, tous tes agrégats dans une seule table, ben, tu lis une table, c'est rapide. Les temps de réponse sont intéressants. Puis si tu as beaucoup de monde qui font les mêmes requêtes, ben, ton système tombe pas à genoux. Mm-hmm. C'est tout ça que ça va amener comme impact, ce petit choix d'architecture-là de séparer. C'est tous ces bénéfices-là qui vont faire la différence entre un système que les gens aiment et utiliser versus un système que les gens chialent parce qu'ils disent « Ouais, je vais partir cette requête-là, je vais aller prendre un café. Mm-hmm. » Et là, tu parles de stockage d'informations. Eric, toi, tu parlais on rajoute un line item, par exemple, puis c'est peut-être la responsabilité d'un objet de recalculer le total. C'est sûr que le code lui-même d'implémentation de cette logique-là, oui, ça va être dans un objet, mais cet objet-là va être invoqué par la commande add line item, par exemple. OK. On peut être calculé une seule fois dans la commande quand j'ai ajouté une chose, mais on la recalculera plus dans les requêtes. Ouais, ça veut pas dire qu'il y a un accès à la base de données à ce moment-là, mais je pense en tout cas, je vois deux patrons d'implémentation du patron en tant que tel. Un au niveau virtuel, dans le sens les objets qui sont en mémoire, puis leurs tâches, puis aussi un autre patron d'implémentation du même patron au niveau de la BD, là, du stockage physique. Là. Je pense que souvent quand on bâtit des systèmes orientés objets, on va dire que si j'envoie une commande à mon système qui s'appelle add line item, on va faire un insert dans la base de données pour acheter ce line item là. Par contre, après ça, quand je vais vouloir réafficher la commande, je vais devoir, aller chercher la commande, 2, aller chercher toutes les line items. Puis probablement, j'ai vu ça dans 99% des systèmes, je vais faire la somme de toutes les line items pour avoir la valeur de la commande. Mm-hmm. Dans un système CQRS, probablement que cette action-là, je l'aurais faite à l'exécution de la commande ajouter un line item et non pas quand je récupère la commande. Donc tu calcules ton total, tu le stockes en quelque part. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas écrire probablement dans 2 tables. Tu vas écrire, puis peut-être 3 ou 4 tables, parce que tu vas écrire toutes tes tables de lecture déjà, parce que les lectures ne font que lire. Ils font jamais d'update, ils font jamais de mise à jour, ils font jamais d'agrégation. Ils lisent la donnée brute parce que tu veux que ça soit rapide. Puis surtout, comme tu disais, Eric, 8 fois sur 10, c'est ce que ton système va faire, il va lire. Ouais, puis bon, pour moi, c'est un petit peu naturel parce que je viens d'un background web où on lit énormément puis on écrit de temps en temps. Donc, il faut trouver des moyens justement d'accélérer là, les temps de réponse au niveau lecture. Puis c'est de là aussi qu'on voit là, les fameux table storage. Donc de Azure? De Azure ou en général, là, les formats qui sont hiérarchiques. Ah oui. Là. Effectivement, si on pousse le CQRS au maximum, souvent dans une architecture, dans une application, la couche de présentation, en quelque part, elle va avoir une représentation de l'information qui est à l'écran. Donc des fois, on va avoir des datasets ou des fois, je vais avoir une série d'objets qui représentent vraiment
l'information qui est à l'écran. Mais ça, ce schéma-là, donc la forme de l'information qui est à l'écran, c'est complètement différent des fois que dans mon domaine. Par exemple, si je pense à un dashboard pour une équipe de développeurs, je vais avoir le compte de bugs, je vais avoir le compte de bugs ouvert, je vais avoir le nombre de bugs moyens fermés par jour. Mais probablement que dans mon système transactionnel, je vais pas avoir ces données-là. Dans un système transactionnel traditionnel, donc qui est pas CQRS, une belle table de bugs. je vais avoir une table de bugs, Ouais. puis à chaque fois que je la lis, je vais devoir faire mes sommes, puis mes agrégations, puis mes divisions, puis je pourrais faire des erreurs. Dans un système CQRS, l'acte de modifier un bug recalculerait tout de suite l'information que le dashboard. Donc, le dashboard, lui, tout ce qu'il ferait, c'est select count of open bug, count of closed bug, puis count of average bugs closed per day directement de ma base de données. Donc, c'est comme si j'avais pris le modèle que j'avais à l'écran, le modèle de données, puis je le repoussais dans une base de données spécialisée pour cette application-là pour que les lectures soient hyper rapides. Fait que dans un mode où on doit avoir de la haute disponibilité, on pourrait peut-être penser que cette information-là est recalculée en mémoire et cachée, pas nécessairement même sauvegardée dans la BD. On a un accès hyper rapide à cette information-là. Puis ça nous permet justement de libérer notre système de base de données relationnelle au lieu de lui demander à chaque fois de recalculer. Recalcule-moi ça, là. Recalcule. Les caches ont beaucoup évolué dans cette direction-là, justement pour dire faire un accès à la base de données, c'est trop lent. Donc, je vais mettre à jour ma cache, puis ma cache tiendra l'information pour 5 minutes. L'autre domaine qui a évolué, puis la dernière émission qu'on a fait avec toi, Eric, il y a maintenant presque un an, c'était pour faire un peu une introduction de ce qu'est le BI, l'intelligence d'affaires. Et donc, le fameux stockage d'informations sur un modèle multidimensionnel. Ça, c'est l'autre domaine où est-ce qu'il y a eu aussi une prise de conscience que si tu veux lire l'information, peut-être qu'il est mieux de pas être du tout normalisé en relationnel, mais plutôt dimensionné en étoile. Puis, donc, c'est la reconnaissance par l'industrie que les lectures, t'as intérêt à te faire un modèle spécialisé, puis de dédoubler, tripler, quadrupler. C'est pas grave si l'information est réécrite 28 fois. Si c'est pour la lire, tu vas aller lire juste celle que tu as besoin une fois, puis ça soit rapide. Oui. Donc, souvent, avec un modèle, avec une architecture qui est basée sur CQRS, donc le Command and Query Responsibility Principle, tu peux bien t'arriver que te dire que ma partie lecture, je vais tout stocker ça dans du multidimensionnel pour utiliser cette technologie-là, cette façon d'implémenter ça qui est très performante. Oui, c'est sûr que dans ce cas-là, c'est sûr que c'est une implémentation différente, mais l'information, donc si j'ai une commande justement, si on analyse un peu juste Team Foundation Server, la façon qu'il travaille, les sommaires qui sont affichés dans les dashboards, dans les portails de SharePoint, ils viennent pas de la partie transactionnelle de TFS. Les requêtes, ils viennent de la partie warehouse et la partie BI de TFS. Ils viennent du cube. Cube. Puis le cube est bâti, l'information est bâtie une fois par heure, quelque chose comme ça. Exactement. Donc là, j'imagine que c'est de la configuration. C'est trop par configuration, mais ce qu'on sait, c'est que par exemple, si on prend un TFS, il y a deux BD. Il y a ce qu'on appelle la BD opérationnelle, qui sert finalement à stocker des commandes. Et une fois par heure, je transfère l'information dans une BD de lecture qui est mon fameux warehouse. Puis, toutes les dashboards, les autres s'alimentent à partir des lectures parce que l'information est pré-cannée pour les dashboards. Puis si je voudrais faire l'équivalent de mes dashboards dans ma BD opérationnelle, j'aurais deux effets de barre. Ça serait hyper dur à programmer. Puis tu ralentis le transactionnel. Puis je ralentirais le transactionnel. Ça veut dire qu'à toi, il faut que j'essaie de créer un nouveau work item. Tout serait lent à cause que j'essaie de servir 2 mails. C'est ça. Puis là, quand on parlait tantôt d'enjeux d'architecture, donc le théorème du cap, ça serait justement la disponibilité qu'on jouerait. Parce que si le système est lent, ça veut dire qu'il est moins disponible parce que je peux moins travailler avec ce système-là. Mais cette séparation-là, ça date pas. Rien de nouveau sur le d'avant soleil. hier, Il y a là. aucune Il y a rien magie. de nouveau, là. C'est sûr qu'il n'y a aucune magie. C'est sûr que ça va changer la façon qu'on implémente nos systèmes. Mais ce que je pourrais peut-être voir, c'est que on séparait, par exemple, là, nos données relationnelles de nos données de data warehouse. Mais ce que je peux comprendre, c'est que maintenant, on peut faire un petit peu la même chose au niveau de notre code, de notre séparation de la logique de notre code. C'est sûr que dans le monde du BI, la façon que le BI a évolué, c'est qu'on a dit, on a de l'information transactionnelle dans 52 bases de données différentes à l'intérieur d'une corporation. Donc là, en quelque part, si on veut analyser cette information-là, il faut que je la recueille à un seul endroit. Donc ça, c'est le data warehouse. Quand on dit
query, transform et ensuite analyser l'information, c'est que justement, il faut que je récupère toute cette information-là, je la mets à l'intérieur d'une seule place. Une fois que j'ai cette place-là, ça, c'est mon data warehouse. Donc, c'est juste une base de données qu'on fait des insertions dedans. On ne fait jamais de delete ni des upgrades parce que justement, on veut préserver une certaine nature historique à l'information. Puis ensuite, une fois qu'on a le data warehouse, on va définir comment bâtir le cube. Donc, le cube, il va dire, on a le droit d'additionner, par exemple, les montants des ventes journalières qu'on a faites. Par contre, on n'a pas le droit d'additionner les salaires des personnes, sauf si on essaie de savoir c'est quoi la masse salariale de la compagnie. Par contre, j'ai peut-être le droit d'additionner, de faire une moyenne des salaires des personnes dans ma corporation pour avoir c'est quoi le taux moyen du payroll. Donc là, c'est sûr que toutes ces agrégations-là, c'est de la nouvelle information dérivée. Donc, c'est sûr que ça va prendre de l'information, du temps à calculer. Mais tout ce concept-là, c'est à côté du système initial que j'ai bâti. Donc, le CQRS, c'est pour le système que j'essaie de bâtir. Le BI, c'est vraiment accumuler toute l'information de mes différents systèmes puis réutiliser ce même genre de concept-là. Donc, on peut juste voir que le monde du BI, implicitement, avait pris un peu une approche de séparation entre les deux domaines. Ce que toi, Eric, que tu es en train de nous dire aujourd'hui, c'est écoutez, là, quand vous bâtissez un système opérationnel, dans votre code, séparé même, donc vos objets devraient avoir des responsabilités différentes s'ils font des requêtes ou s'ils font des commandes. Puis, beaucoup de nos auditeurs vont peut-être dire, ben oui, mais je fais ça. Mais on va peut-être même, si on prend l'autre côté de la médaille, si on va complexifier notre système. Je pense pas que ça coûte très, très plus cher bâtir un système où que les interfaces sont séparées. C'est sûr que je vais avoir le double du montant d'interface, mais le nombre de lignes va être très similaire. Le nombre de méthodes va être aussi très similaire. Au niveau des tests, par contre, c'est là que je vais avoir un bel avantage parce que je vais tester énormément tout mon code qui met à jour l'information, mais tout le code de lecture, c'est peut-être un petit peu moins important que ce code-là. C'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait de bugs, mais je vais peut-être passer moins de temps à tester ce code-là. Parce que c'est du code qui est peut-être plus générique, qui est peut-être plus facile à écrire, justement, parce que j'ai moins de couches, j'ai aucune logique d'affaires, j'ai pas de validation d'affaires, j'ai pas besoin de naviguer des clés, des foreign keys dans une base de données, puis là, il faut que j'oublie, qu'est-ce qui arrive si la foreign key, elle est nulle, parce que le schéma de données est très proche du schéma du contrat, justement. Donc là, il n'y a presque pas de transformation à faire. Je peux décider que tout mon stockage pour mes lectures, il n'y aura pas de nullable là-dedans. Donc, je viens de me simplifier beaucoup de mes tests. C'est ça l'intérêt. Puis, la grande force, à mon avis, c'est de donner un nom. Donc, ça veut dire que les gens entre nous, quand on dit « je fais un CQRS », on comprend tout de suite ce que ça veut dire comme modèle d'architecture. Donc, nommer les choses, c'est... tu sais, j'ai souvent donné l'analogie, moi, quand je présentais qu'est-ce que c'est des patterns, je disais, on peut dire que dans une maison, on a un ensemble de pièces. Mais heureusement qu'on a nommé les noms pour dire, il y a une pièce qui est spéciale, elle s'appelle la salle de bain. C'est pas la même chose que la cuisine, c'est pas la même chose qu'un salon, c'est pas la même chose qu'une chambre à coucher. En nommant, tout de suite, quand je dis une chambre à coucher, tu t'attends à voir un lit, puis c'est la fonction de base, ça permet aux gens de dormir. Peut-être faire autre chose des fois. Tandis qu'une salle de bain, c'est d'autres fonctions. Mais CQRS, ça nomme aussi les choses pour que les gens, entre nous, on puisse se parler avec un minimum de mots sans avoir à expliquer que, je sépare mes commandes, mes queries. Donc, c'est ça un des premiers bénéfices dans une équipe. Puis, pour nos auditeurs qui disent, moi, je faisais déjà ça, mais ce que ça veut juste dire, c'est, assurez-vous, tout le monde, vous comprenez que ça s'appelle CQRS, puis maintenant, nommez ça comme CQRS, puis vous venez de vous donner un langage entre vous pour mieux communiquer de façon plus simple. Mm-hmm. Puis, quand on dit aussi le patron d'architecture CQRS, c'est pas une façon d'implémenter un système, c'est des concepts de base. Donc, moi, ça se pourrait que je décide d'exposer mes entités, donc tout mon domaine d'affaires. Je peux encore l'exposer à travers des technologies, par exemple Astoria, donc WCF Data Services. Parce que ça, c'est une technologie que je lui donne un modèle un domaine d'affaires, donc quelque chose qui est high queryable. Et ça va l'exposer sur le même schéma que mes objets. Donc là, c'est facile extraire de l'information de mon système et faire des requêtes parce que toute LinQ, c'est fait exprès pour sortir de l'information. Par contre, dans un concept CQRS, je ne serais peut-être pas limité à dire je dois extraire de l'information à travers cette interface-là. J'aurais pas peur de créer une deuxième interface à côté qui extrait de l'information de façon peut-être plus efficace pour mon besoin immédiat, au lieu de dire là, il faut que je fasse 8 requêtes à mon système parce que là, il faut que j'aille chercher les employés, il faut que j'aille chercher les ci, il faut que j'aille chercher les ça. Ça coûte cher, ça, des appels réseau.
tout le DCOM qu'on essayait de bâtir, tous les corbas, on essayait de faire semblant que le réseau n'existait pas. Puis, la réalité, c'est qu'un réseau, ça existe. Puis l'Internet, c'est lent. Donc, si on se permet d'accéder à l'information de façon plus optimale, c'est sûr que les systèmes vont en bénéficier énormément. Ben, j'espère en tout cas que pour nos éditeurs, les concepts sont beaucoup plus clairs. Puis la beauté de la chose, c'est que c'est des concepts et après ça, il y a différentes approches au niveau de l'implémentation. Mais Eric, j'espère que ça donne la chance à nos auditeurs de mieux comprendre ce patron-là. Puis surtout de voir que ce sont des concepts, que ça ne dicte pas comment on fait l'implémentation, puis que c'est important de comprendre ces concepts-là pour faire des meilleures architectures. Pour terminer, est-ce que tu as un site web, un blog, un livre, quelque chose que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Ça fait longtemps que j'ai pas lu quelque chose, disons, exactement sur ce sujet-là, CQRS, mais j'aimerais ça peut-être nommer qu'est-ce qui se passe du nouveau Patterns and Practice chez Microsoft. Ah oui? Avec la version 5.0, ils en ont vraiment profité pour tout réécrire la documentation, les exemples, les hands-on labs, et tous ces exemples-là, ces laboratoires-là, ces exercices-là qu'on peut faire à la maison, ils ont tous été réécrits avec les nouveaux principes d'architecture, donc dependency injection, inversion de contrôle. Donc, pour tous ceux qui veulent vraiment apprendre c'est quoi cette nouvelle technologie-là, puis dire comment que je vais faire pour utiliser ça dans des vrais exemples, mais là, justement, en plus d'avoir Enterprise Library 5 qui est sorti, Unity 2.0 qui est sorti aussi, on a toute la série de documentation, puis le support... le training, si on veut, la formation, le matériel, pour être capable de suivre justement ces nouvelles technologies-là qui viennent de sortir. Donc ça, je trouve que c'est une belle technologie. Puis je sais que chez Microsoft, on a passé énormément de temps à s'assurer que les exemples complets, quand on les download, faut que ça fonctionne, que les exemples étaient clairs, que c'était un cheminement intéressant. Donc c'est pas juste un exemple et bang, on apprend tout. C'est vraiment séparé en 5, 6 ou 7 étapes pour donc, bien comprendre. Là, c'est pour... on s'entend que le CQRS, c'était beaucoup, tu sais, comment être beaucoup meilleur pour appliquer le Single Responsibility Principle. Dans ce cas-là, tout ce que Pattern and Practice donne comme documentation que tu peux te servir pour te former, sont peut-être plus pour être meilleur pour gérer les dépendances, qui est l'autre tu sais, tu veux bien avoir une responsabilité unique, mais tu veux aussi gérer bien les dépendances. Un système parfait, c'est un système où il n'y aura aucune dépendance. Mais ça veut dire qu'il n'y aura aucune collaboration, donc aucun comportement, ça serait pas très efficace. Ça serait un système, ça? Mais d'un point de vue architectural, ce serait beau. Il y aura tous des petits blocs, tout est dépendant, personne, tu sais, mais on sait qu'un vrai système, il y a des dépendances, et maîtriser la gestion des dépendances, c'est un des défis de n'importe quel, quelqu'un qui veut devenir architecte, qui soit capable un jour ou l'autre de maîtriser ça. La bonne école pour maîtriser ça, c'est peut-être de comprendre qu'est-ce que c'est l'injection de dépendance. Et ce que tu es en train de nous dire, c'est plutôt que de chercher par vous-même à apprendre ça, allez chercher ces exemples-là, lisez-le, excusez-le, parce que vous allez aller à la bonne école pour les maîtriser. C'est ça. Puis aussi, au niveau de CQRS, si je peux vous laisser avec une dernière réflexion, ça serait, je vais essayer de vous donner un exemple. À chaque fois que vous achetez des billets d'avion sur Internet, vos billets ne sont confirmés que quand vous avez reçu le email de confirmation, non pas quand vous avez quitté le browser. Donc, c'est vraiment le concept que le système a été divisé pour tout le temps offrir une haute disponibilité. Les commandes sont parties, ils vont exécuter, ils vont faire leur travail et le travail est confirmé, donc de la consistance éventuelle, quand vous recevez le courriel de confirmation au fond Puis c'est encore éventuel parce que tu peux recevoir un courriel plus tard qui dit finalement, parce que tant que tu l'as pas dans tes mains, t'es jamais consistant de façon formelle. Ouais, ça malheureusement c'est d'autres règles. Même si t'arrives au comptoir d'embarquement. Ben oui, en plus, c'est le principe de notre beau domaine de l'aviation. Ça c'est autre chose. Écoute Eric, on te remercie encore. Nous on fait la pause et on va revenir avec les actualités. Les actualités avec Guy Barrette. Quelques petites choses au sujet des fameuses tablettes. Apple le vend dans les voiles avec son fameux iPad et ce qu'on a appris récemment, cette semaine, c'est que Microsoft abandonnait son concept de tablette courrier. C'est un concept où on avait finalement deux écrans. C'était assez révolutionnaire là, comme concept. Et pouf, ça vient de sauter. Même chose pour la tablette
tablette Slate que HP avait annoncé lors du lancement de Windows 7. Ouais, donc, en janvier, on avait vu ça, puis on Ouais. disait, il y a même des gens qui disaient, iPad, Apple va avoir une compétition féroce, parce qu'on sait que le multitouch existe avec Windows 7. Ouais. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? HP abandonne. Ben, il faut dire que HP a acheté une grosse compagnie dernièrement, là. Palm. Ouais. Et je pense que de leur côté, là, ils veulent aller avec un espèce de Palm OS là, qui est plus adapté au mode tablette là, que Windows. Puis moi, je vais y mettre une autre. C'est une bonne hypothèse que tu mets, Guy, mais si on joue un peu aux fabulations, moi, je me pose la question, est-ce que ça se pourrait que les gens de Microsoft sont en train de reconnaître que de mettre Windows 7 avec le shell qui existe aujourd'hui, qui est passé pour un clavier, une souris sur un slate, ça n'a pas bien de sens. Il faudrait qu'il y ait vraiment un shell pensé pour le doigt. Je pense qu'ils n'ont pas compris encore. Parce que peut-être qu'ils ont décidé d'arrêter ça en disant, écoute, on va bâtir, puis là, c'est juste comme il retarde de 3-4 mois pour revenir avec un produit qui serait plus adapté pour compétitionner correctement à l'iPad. En fait, c'est un petit peu ça que Courrier était supposé être, mais c'est abandonné. Donc, va falloir voir dans les prochains mois. Personnellement, j'ai de la misère à croire que Microsoft abandonne tout ce créneau-là, parce que c'est un nouveau type l'ordinateur piloté par les doigts. Écoute, c'est à peu près impensable que Microsoft n'arrive pas avec une offre qui serait compétitrice à Apple, là. Le futur nous le dira. Exactement. C'est sûr qu'on est loin, nous, d'être dans le secret des dieux. Donc, on émet des hypothèses, mais en tout cas, moi, j'ose espérer qu'il recule d'un pas pour mieux revenir avec une offre un peu plus intéressante que ce qui était le courrier. Mais peut-être, comme tu dis, que Microsoft décide de se retirer complètement. Mais tu vois, le courrier, c'était encore conceptuel. Il y avait des images, il y avait des démos 3D là, qui étaient sorties sur le web. Mais la tablette Slate d'HP, ils en ont montré un exemplaire, là. Parce que, écoute, c'est quoi, qu'est-ce que Microsoft est très bon pour faire? Copier. Quand ils ont une cible, ils disent, hey, faut faire la même chose que ça, on peut dire que sont assez bons absolument à faire ça. Mm-hmm. Ben, on peut-tu s'entendre que là, ils peuvent regarder ce qui est ils ont fait ça avec l'iPhone, c'est ce qu'ils viennent nous annoncer avec le Phone 7. Mm-hmm. Donc, c'est une copie avec, la petite twist Microsoft, mais c'est quand même une copie du iPhone. Donc là, on peut s'attendre aussi que les gens de Microsoft vont juste dire, on va copier ce que ça fait l'iPad et on va réoffrir quelque chose dans 6 mois, 1 an. Puis on sait que dans 6 mois, 1 an, ben là, Apple sera déjà rendu ailleurs. Puis ça, c'est la vie dans ce merveilleux monde de technologie. En tout cas, ça prête à réflexion. C'est ce qu'on verra, mon cher. Autre nouvelle, SQL Server 2008 R2 est maintenant disponible. Donc, la sortie le produit a été lancé cette semaine. Moi, je veux dire, tu sais, du SQL, on vient d'en parler, c'est une base générationnelle. Je suis plus très du genre, oh wow, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a comme, sais-tu, y a-tu quelque chose vraiment qui devrait nous allumer et me dire, hey, R2, ça vous prend ça? Pas toi, mais il y a encore beaucoup de DBA sur la planète qui sont pris pour maintenir des systèmes. Puis, oui, mais toi, tu y penses plus. Y a-t-il des nouvelles fonctionnalités ou c'est juste comme on a fixé des bugs et on l'a... Non, il y a des nouvelles fonctionnalités. Écoute, je les ai pas listées ici, là. Oui, mais une des grosses fonctionnalités, je pense, c'est que la version Express de SQL Server supporte maintenant jusqu'à 10 gigs par base de données. La version Express? La version Express. Ça devient intéressant. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir des bases de données relativement massive, sans payer naturellement pour tout l'engin, mais là, on peut aller vers SQL Express, puis 10 gigs, c'est beaucoup de data. Écoute, il y a tellement peu de gens qui connaissent ce produit-là qu'on peut se rendre assez loin dans les bases de données de petits départements ou de groupes de travail même, puis ça ne coûte pas un sou. Mais y a-tu de l'outillage, au moins quand tu veux juste les gérer, y a-tu des choses open source que tu peux aller chercher? Depuis, je pense, SQL 2008, la version Express, c'est vraiment SQL Server au complet, mais qu'on a enlevé des fonctionnalités. Avant, les versions précédentes, on avait l'impression qu'SQL Server Express, c'était un produit légèrement différent. C'est sûr qu'il y avait des similarités, mais on avait l'impression que c'était packagé différent. Maintenant, avec SQL Server 2008 Express, c'est vraiment le produit final, mais on a enlevé les fonctionnalités de SSIS, de réplication, donc... je pense que c'est un beau produit à utiliser, surtout que c'est gratuit. Oui, absolument. Mais ça explique peut-être pourquoi ça reste le nom SQL Server 2008 R2, c'est que il y a quelques améliorations, mais on n'est pas là, il y a pas comme... en tout cas, moi, j'entends pas ici la fameuse
la fonctionnalité tueuse qui ferait que je me dirais faut demain matin que j'aille sur R2 parce que si aujourd'hui t'es sur un 2008, ça fait bien la job. C'est vrai. En tout cas, un petit discours tutoriel comme elle a dit. Ça paraît que Mario ne s'occupe plus de bases de données. Non, mais en fait, c'est un produit différent. Alors, quand on parle de R2, pour Microsoft, c'est un SKU différent, donc c'est un upgrade, tout ça. Il y a des fonctionnalités, si je les ai pas, là, il faudrait aller voir sur le site de Microsoft pour qu'ils listeraient les. Puis il y a sûrement des choses qui, pour les DBA, eux, ont beaucoup de valeur. Puis ils me diraient, écoute, Mario, là, attends, moi, il y a telle problématique que j'ai, puis je vois vraiment un intérêt. Forcément, écoute. Oui, puis bon, pour ceux qui veulent en savoir plus, à Montréal, au mois de mai, on va mettre le lien sur le site, là, mais au mois de mai, il y a un lancement, donc l'équipe de Microsoft Canada fait un lancement de R2 à Montréal et à Toronto. Donc, pour ceux qui sont intéressés. Je vais peut-être avoir les réponses à mes questions. Ça serait peut-être intéressant pour toi d'aller voir. OK. Qu'est-ce qui s'en vient du côté de la communauté.net? Mercredi, le 12 mai, on a un alt.net à l'UQAM et ça va être la deuxième partie d'une présentation finalement qui a eu lieu. C'est la présentation de Dominique Sévigny et de Richard Foucault sur l'architecture d'une méga application Silverlight. Donc, ils ont fait une présentation de style plus traditionnel, présenté un peu de code, des PowerPoint, de l'architecture. Et cette partie-là, en fait, c'est un open space où on va discuter. Donc, questions, réponses, on va pouvoir aller plus pointu dans certaines... C'est ça. Là, pour ceux qui ont des questions, parce qu'il y en a énormément suite à cette présentation-là. Donc, ça va être intéressant de discuter. Là. Donc, mercredi le 12 mai, ensuite? Mardi le 18 mai, on a un meeting ALM, donc Team System. Étienne Tremblay et Bertrand Huat vont nous parler des tests avec Team System 2010. Oui, parce que tout l'outillage de tests a été bonifié beaucoup, donc... oui, il y a des nouveaux... En fait, il y a des nouveaux modules, des nouveaux même produits là, dans la ligne. Et Étienne va nous présenter le fameux lab. Entre autres, le lab manager. Mais si vous avez, certains de nos éditeurs peut-être sont pas responsables au niveau de tout ce qui est les tests manuels, mais si vous avez dans vos organisations des gens qui s'intéressent aux tests manuels, qui s'intéressent à automatiser les tests, il y aurait peut-être intérêt à venir voir cette présentation-là parce que l'outillage de Microsoft est assez impressionnant. Puis aujourd'hui, les équivalents, c'était souvent, il fallait sortir beaucoup de dollars pour acheter l'équivalent. On parle des outils de HP Mercury, ces choses-là. Tandis que là, écoute, ça vient avec la suite Visual Studio. C'est un MSDN Ultimate. Tu l'as, donc pour beaucoup moins cher que ce qui existait. Donc ça rend, encore une fois, Microsoft essaie de rendre accessible des choses qui avant étaient inaccessibles parce que beaucoup trop dispendieux. Donc on fait ça avec le BI puis les bases de données. Je pensais d'aller dire qu'ils copient ce qui est dispendieux pour l'offrir moins cher. Ben c'est une bonne stratégie quand tu as une base de clients qui est prête à acheter. Surtout quand c'est du logiciel puis que c'est toujours rentable de le faire comme ça. Donc, nous, écoute, on revoit nos auditeurs dans 2 semaines. Puis, donc, on va faire une émission avec Joël Quimper. Donc, on va se poser la question, surtout quand on fait de l'architecture, ou en tout cas du design, de la conception, quand est-ce que c'est adéquat? C'est-à-dire qu'il faut arrêter. Qu'il faut peut-être, tu sais, quand est-ce qu'il faut arrêter? C'est quand on a assez d'explorer un domaine pour vraiment dire on est prêt à commencer à faire à passer de la conception à la réalisation. Quand est-ce qu'on arrête de bâtir de la complexité? Puis on livre. J'ai l'impression que Joël va pouvoir nous expliquer ça. Ça va être ça devrait être une émission fort intéressante. Donc, on vous souhaite, d'ici les 2, mais sur ce, on vous souhaite bonne programmation et à la prochaine. Visual Studio Talk Show.